Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Disputandum, votre débat citoyen hebdomadaire. Nous sommes encore, contexte sanitaire oblige, en duplex intégral, personne en studio, c'est l'effet Covid-19. Et quel effet a cette pandémie sur notre morale? Comment ce long confinement a-t-il agi sur notre santé psychique? Quels changements sociaux cet épisode pourra-t-il provoquer à plus long terme? C'est le sujet que nous allons développer avec nos trois invités. Marianne Lenéa, vous êtes thérapeute spécialiste de la famille. Sabine Grenier, conseillère conjugale et familiale, vous avez participé à une plateforme téléphonique d'écoute pendant 2 mois et demi. Enfin, pour un point de vue un peu plus large, Olivier Bouba-Olga, chercheur en sciences sociales. Bonjour. Vous êtes aussi professeur à l'Université de Poitiers. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté l'invitation et sentez-vous libre de débattre entre vous. Et puis vous, qui nous regardez sur une télévision, une tablette ou un téléphone, vous êtes les bienvenus pour commenter ce débat via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin ou France 3 Aquitaine, ou depuis Twitter avec le hashtag Noah. Avant de débuter nos échanges, c'est quelques images de nos villes désertées en plein jour. Là, c'est Bordeaux, sans aucune voiture ou presque, ni piéton. Un temps à l'arrêt, une ambiance de fin du monde. Ces images sont devenues un symbole du confinement, de cette période bien particulière, comme un moment de bascule, même si aujourd'hui les choses semblent plus ou moins reprendre leur cours. Alors une question un peu personnelle à chacun. D'abord, comment est-ce que vous avez vécu ce soudain confinement, Marianne Lenéa? Alors moi, il y a eu plusieurs étapes. En fait, la première étape, ça a été un arrêt brutal de mes 2 lieux professionnels donc un recentrage en fait où tous les mouvements extérieurs se sont retrouvés à l'intérieur, que ce soit les enfants ou tous les membres de la famille. Et ensuite, un regard contemplatif sur qu'est-ce qui nous arrive. Voilà. Et donc de ressentir ce déséquilibre, qu'il soit individuel ou aussi, c'est un mouvement planétaire et donc c'était assez singulier. Sabine Grenier, vous, comment vous avez vécu ça? Très très bien que comme je vis un peu à la campagne, j'ai la chance d'avoir des bois à l'extérieur et de pouvoir en avoir profité pendant cette durée de confinement. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé puisque j'ai été sollicitée par la communauté de communes de Max pour tenir une permanence auprès des familles pendant cette période qui était subite et surtout inédite. Et vous, Olivier Bouba-Olga? Écoutez, les choses se sont plutôt bien passées. Côté travail, je suis dans un secteur où on a déjà une certaine habitude, alors pas aussi densément, mais du télétravail. Et puis j'ai consacré pas mal de temps en fait pour m'occuper et tuer le temps à brasser des chiffres sur la géographie de l'épidémie, à écrire un billet sur mon blog par jour quasiment sur ce sujet. Alors comment tenir et quelles difficultés ce confinement et le déconfinement ont-elles créé? Élément de réponse avec ce reportage de Toulouse. Se relaxer, se détendre, se concentrer sur sa respiration, se recentrer sur soi, être dans l'instant présent. Pour cette enseignante de yoga, pas question d'abandonner ses élèves pendant le confinement, convaincue que cette pratique est plus que jamais nécessaire pendant cette période. Ça permet vraiment de se relaxer, de se détendre. Rien que par le fait de respirer calmement, de respirer par le nez, d'avoir une respiration abdominale aussi, prendre conscience de sa respiration. On est dans une bulle et on se détend. Résultat, 2 nouveaux élèves ont même intégré les cours depuis le confinement. À raison de 3 séances par semaine, c'est devenu le rendez-vous à ne pas manquer. Ça me fait du bien en fait. On va dire que le fait de se déconnecter comme ça, ça nous permet tout simplement de prendre du recul sur tout ce qui se passe dehors et de mieux le vivre. Mais cette période peut révéler également des fragilités psychiatriques. La cellule d'urgence médico-psychologique de l'hôpital Purpan a mis en place une plateforme d'écoute, un numéro unique pour les 13 départements d'Occitanie à destination des soignants et du grand public. Vous avez des angoisses par rapport au fait d'attraper le Covid dans la rue, hein, c'est ça que vous me dites, hein, c'est le type d'angoisse que vous avez? En conversation avec la psychologue, une femme d'une 40aine d'années. Le déconfinement génère inquiétude et anxiété. On a tous des stratégies qu'on met en place à titre personnel et chez certains, ça peut faire défaut dans la durée. Donc nous, on sait, avec le déconfinement, qu'on aura
on en aura certains, oui, à prendre en charge plus que d'autres. Depuis le confinement, 600 appels ont été traités par des psychologues et des psychiatres bénévoles. La parole, comme des tas d'autres choses, comme l'MDR, comme la relaxation, va aider à recréer une mémoire chronologique correcte et passer l'événement qui a été un flash, un arrêt du système cognitif pour la personne. Sur la durée, ce stress peut devenir chronique et déclencher sur certains des séquelles psychosomatiques. Quelles conséquences psychologiques est-ce que vous avez observées, Marianne Lenéa? Alors, les conséquences, il n'y a pas des conséquences qui s'appliqueraient à tout le monde parce que ce confinement, moi, j'ai pu remarquer, j'ai continué donc à assurer des consultations en visio ou par téléphone et je travaille également en centre pour enfants en difficulté. Donc, les conséquences, elles sont très diverses. Ça peut être en même temps, parfois un cocon qui a été positif pour des personnes qui justement avaient peut-être des défauts d'enveloppe sécurisante et du coup le confinement a permis de réparer à cet endroit-là, mais pour d'autres ça a été l'effet inverse. C'est venu vraiment trop agresser et donc ça a vraiment mis à mal comme une implosion en fait. Une déstabilisation trop grande. Sabine Le Grenier, c'était quoi les motifs des appels que vous avez pu recevoir pendant cette période? Alors, la grande majorité, le but des appels était d'abord je dirais en action vis-à-vis des enfants, le questionnement de comment je dois cadrer mes enfants, quelles sont les règles de base que je dois remettre et que je dois appliquer étant donné que j'emmène mon travail dans la maison et qu'il y a toute une gestion à remettre en place. Ce que j'ai perçu dans ces appels, c'est qu'il y avait quand même une grande angoisse de la part des parents par rapport aux devoirs des enfants. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été lourdes à gérer, notamment par rapport au fait qu'il y avait une pression sur le fait qu'ils devaient peut-être se sentir obligés d'être aussi bien que la maîtresse ou que le maître vis-à-vis de leurs enfants. Il y a eu cette problématique de gestion au niveau des couples, c'est-à-dire quelle place j'ai aujourd'hui dans ce cocon, comme l'a dit ma collègue, qui est nouveau. Est-ce que je dois reprendre une place, par exemple, de femme, ou est-ce que je dois reprendre une place seulement d'homme? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a eu un système un peu patriarcal qui s'est remis quasiment automatiquement. Les femmes se sont beaucoup posé de questions sur comment je dois faire comprendre à mon conjoint que moi aussi je travaille et que moi aussi je dois m'occuper des enfants, comment interagir avec son conjoint par rapport à ça. Ça a été assez compliqué à mettre en place, je dirais, dans les 2 ou 3 premières semaines. Ensuite, alors on pourrait... les coups de téléphone... Pardon. Non, je disais, on pourrait s'attendre à un moment de renégociation aussi, justement, où un moment où on fait une espèce de bilan et on repose les choses. Et vous parlez presque d'un retour en arrière. Est-ce que ça tient à la sociologie du lieu? Vous êtes là dans le sud des Landes, il me semble. Alors voilà, ce que je vous rapporte comme expérience, c'est pas forcément l'expérience de tout le territoire français, mais de notre territoire sur lequel j'ai travaillé. Il n'est pas forcément non plus la représentation de toute la population de ce territoire. Mais en tout cas, ce sont les effets que moi j'ai pu observer à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment essayé de diriger les gens sur une concertation avant de couple, avant d'avoir une concertation de famille. Parce que sans ça, c'était compliqué à mettre en place. Voilà. Et vous, Monsieur Bouba-Olga, qu'est-ce que vous avez observé d'un point de vue sociologique un petit peu plus large, peut-être des différences là, pas personnelles, mais plus peut-être économiques aussi qui jouent? Oui, des différences selon les métiers exercés. Il y a des différences évidentes entre ceux qu'on a appelés les premiers de corvée, qui étaient dans le domaine de la santé, les caissiers, les éboueurs, etc., qui n'ont pas vécu la même chose que ceux qui pouvaient être en télétravail à leur domicile. Des différences selon les territoires également et selon le cadre de vie. C'est pas la même chose de vivre le confinement en territoire rural avec un jardin dans lequel sortir, s'exercer à des activités de jardinage par exemple, et puis vivre dans des logements suroccupés dans une grande ville. L'INSEE a publié un travail très intéressant sur la géographie des logements suroccupés. On s'aperçoit que c'est une problématique grande ville qui a pesé beaucoup sur les personnes et qui est très prégnante, notamment en Île-de-France et dans, par exemple, un département comme la Seine-Saint-Denis.
Alors, on aurait pu croire aussi que ce moment, qui a été pour certains quand même un moment non travaillé, aurait pu être un moment de tranquillité. Ça a été aussi beaucoup un moment de stress. Ça, c'est l'aspect maladie peut-être qui a pesé là-dessus, Madame Lenéa. Peut-être pas uniquement quand même, il y a aussi l'aspect économique qui a joué, ceux qui pouvaient maintenir aussi leur salaire et leur travail. Je pense que ça a été une donnée importante, enfin, c'est moins m'appartient à moi, mais j'ai pu l'observer. Et que ceux qui étaient entre parenthèses et qui en ont fait un petit îlot pour justement prendre plus de temps avec leurs enfants, pouvoir se reposer, ça change quand même la donne. Voilà, mais je Cette crois notion vraiment de que c'est... pandémie, allez-y, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, c'était, je pense que c'est la capacité à chacun, sur un plan individuel, mais aussi familial dans le système, à pouvoir se laisser déséquilibrer et à recréer, inventer un nouvel équilibre, en fait. Et c'est ce dont vous parliez avant, mais je crois que ça se joue aussi avec les enfants. Et c'est cette capacité ou non-capacité qui va faire la différence. Madame Grenier, ça a été important, ça, cette notion de garder une place de parent, de porter une parole rassurante dans ce contexte, encore une fois, de pandémie qui rappelait des temps effrayants de la peste, etc. Il y avait tout ça mélangé. Alors, ce qui a été important, surtout que j'ai pu essayer de ramener au sein de ces familles, c'est que eux-mêmes, en tant qu'adultes, ont eu une crainte vis-à-vis de cette pandémie. Hein. Ils se sont posés des questions sur leur propre santé, l'impact aussi que ça pouvait avoir sur leur famille, et que c'était très difficile de rassurer leurs propres enfants alors qu'eux-mêmes avaient des doutes par rapport à ça. La notion que j'ai ramenée, c'est qu'à partir du moment où un enfant se sent aimé, il se sent rassuré. Et c'est la dynamique que j'ai essayé d'apporter à ses parents, à défaut de pouvoir vraiment leur apporter une méthode qui pourrait les rassurer sur cette pandémie, parce que bien sûr, je ne suis pas médecin et je n'avais pas ce pouvoir-là. Mais je pense que de resserrer les liens d'amour, les liens d'affection pendant cette période de crise a été un élément majeur de stabilisation. Le fait qu'il y ait une espèce d'effet tunnel aussi a eu au début cette grande incertitude, une espèce sur l'évolution de l'épidémie, une succession de jours identiques. Ça aussi, ça pèse. Alors, je vous ai pas très bien entendu sur la fin de votre... L'absence de perspective, ça aussi, ça a participé de l'angoisse. Il y a eu, ça a été évalué un petit peu cette augmentation de l'angoisse, cette augmentation du recours aux anxiolytiques. Tout à fait. Alors, il y a eu, dans notre secteur, nous avons un régiment qui est assez réputé et notamment sur ces appels, j'ai eu beaucoup justement de militaires qui ont appelé par rapport à une phase de décompensation due justement à cet avenir. J'ai eu aussi beaucoup de publics infirmières, des personnes qui travaillaient dans le milieu hospitalier. Et j'ai eu ces gens aussi qui se posaient des questions de qu'est-ce qui va advenir de moi dans le métier que je suis en train de faire aujourd'hui et est-ce que ce métier me correspond toujours. Donc il y a eu beaucoup de questionnements mais aussi beaucoup de sensations de crainte et de peur par rapport à l'avenir qui est incertain sur certains points. Et le déconfinement ne solutionne pas tout. Toutes les activités n'ont pas repris, en tout cas pas au même rythme ou à la même manière. Et pour certains, cela ne change rien, ou presque, puisqu'ils doivent rester à l'abri du virus. On regarde ce reportage à Poitiers d'Anne Guillépé et Julien Delage. Heureusement, il y a le bricolage pour s'occuper. Mais après 2 mois et demi de confinement, Manuel Duarte a fait le tour de la maison. Moi, tout ce que j'ai pu faire, je crois que j'arrive au bout. Et c'est vrai que ça commence un petit peu à saturer un peu parce que bon, on trouve un peu le temps un peu de plus en plus long. Un confinement conseillé par son médecin. À 51 ans, Manuel Duarte souffre de diabète, de surpoids et de problèmes cardiaques. Il ne sort que tous les 15 jours pour les courses. Encore des licenciements et des faillites. Cet agent administratif ne peut pas faire de télétravail. Aujourd'hui, il se sent un peu isolé. Alors pour moi, le plus dur actuellement, c'est de se voir mes collègues au travail. Et puis moi, le vilain petit canard, rester à l'écart de toute activité professionnelle. Et c'est ça qui m'est un peu plus difficile. Et le couple a préféré faire une croix sur les vacances. Vu ce qui se passe, non. On préfère pas, on préfère rester à la maison parce que là, c'est moins risqué. C'est trop risqué, on ne sait pas.
Véronique Dujardin, elle, n'est pas du tout sortie de son appartement depuis le 16 mars. Elle ne doit prendre aucun risque avant une grosse opération en juin, car elle souffre d'une tumeur au cerveau. Cette conservatrice du patrimoine peut travailler chez elle, mais rester enfermée devient une épreuve. Alors jusqu'à la fin du confinement, ça allait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des SMS, des appels téléphoniques. Depuis la fin du confinement, chacun a un peu repris sa vie et puis mais vous restez un peu à l'écart. Son seul bol d'air, le balcon 2 ou 3 fois par jour. Ce qui lui manque le plus... Aller boire un petit café au bistrot, mais ça c'est carrément pas pour demain. Car après l'opération, elle devra sans doute rester encore chez elle pendant plusieurs semaines. C'est une période assez inédite à plus d'un titre. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nos sociétés, Olivier Bouba-Olga? J'ai envie de dire, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'après, enfin dans le cadre du travail, parce que là, il en était question. Ce confinement a forcé, alors pas tout le monde, hein, certaines personnes qui le pouvaient, à fonctionner en télétravail. La question, c'est est-ce que ça va s'ancrer dans nos sociétés, justement? Est-ce que ça va s'ancrer dans les comportements ou est-ce qu'on va revenir à la normale? Et si ça s'ancre, de quelle façon et en quoi ça peut faire bouger aussi d'autres pans de la société? Par exemple, si les gens travaillent une part importante en télétravail, ça peut aussi les inciter à revoir leur choix de localisation. On a vu des reportages de personnes habitant en Île-de-France et se disant tiens, finalement, si je suis 2 ou 3 jours par semaine en télétravail, je vais aller habiter à 1 heure de Paris parce que je vais pouvoir accéder à un logement de plus grande taille, avoir un cadre de vie plus agréable et puis je ferai la navette quand il le faut. Donc il y a pas de réponse, mais il y a plein de questions qui se posent. Et moi je me dis, enfin l'intuition que j'ai, c'est que si on doit vivre longtemps avec ce virus, peut-être que les comportements vont changer de manière durable. Si à l'inverse, le virus disparaît avec l'été, peut-être on va revenir à nos comportements antérieurs. Hein. Donc bon, c'est à voir. On va voir ça dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Madame Lenéa, qu'est-ce que vous voyez venir comme type d'évolution, comme changement? Est-ce qu'il y a eu plus de solidarité, par exemple? Ça, c'est quelque chose qui pourrait rester un peu, les relations de voisinage ou autre? Oui, moi je vois quand moi je me promenais tous les soirs donc vers 18h avant de manger avec mes enfants, on allait faire un tour. Les gens se disaient bonjour dans le quartier alors que jusqu'à présent en fait on se côtoie pas, c'est des rues dans lesquelles on va pas forcément, voilà. Mais moi ma grande question quand même que je me pose, c'est cette entrée massive du numérique quand même dans nos vies, qui est un outil qui a été quand même formidable pour pas être isolé socialement. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle place il va avoir? Est-ce que ça va perdurer, notamment sur les apprentissages, au niveau des tout petits? Voilà, que ce numérique reste un outil qui nous permet aujourd'hui d'enregistrer des missions, mais qui va pas remplacer du tout le partage humain et des affects surtout, et de se retrouver en chair et en os pour partager aussi des émotions. Et tout ne passe pas par le langage et l'image. Madame Grenier, votre avis là-dessus? Alors moi j'ai un avis par rapport au territoire dans lequel je suis. J'avais pas beaucoup de voisins pour pouvoir voir s'il y avait des élans de solidarité ou pas. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai pu constater ça par rapport à Internet et par rapport aussi à la télévision. Ce que j'ai ressenti par rapport aux gens qui m'ont appelé, c'est cette envie de retourner à l'essentiel. Les questionnements sur qu'est-ce que j'ai vraiment besoin dans ma vie, la prise de conscience sur qu'en fait ce sont ce qu'on appelle ou ce qu'on a pu appeler les petits gens, c'est-à-dire les éboueurs, les infirmiers, les policiers, les caissières de supermarché qui ont pris une grande place dans notre quotidien pendant ces 2 mois, et la prise de conscience que on n'a peut-être pas forcément besoin d'aller travailler autant pour dépenser autant sur des choses qu'on n'a pas forcément besoin dans notre vie de tous les jours. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de gens de ville qui ont envie de s'éloigner, qui ont envie de se rapprocher de la terre, peut-être même de se remettre à cultiver et à élever je sais pas, des animaux quels qu'ils soient. J'ai vraiment le sentiment que une partie de la population se recentre sur ce qui est naturel, si je puis dire. Et pour contrer l'ennui, certains ont eu besoin de se sentir utiles en confectionnant des masques. On est dans ce voisin, on vient d'en parler. Il y a par exemple cette conteuse installée dans un immeuble de Pau durant tout le confinement. Elle a raconté des histoires
dans son immeuble. Olivier Lopez et Romain Auville. Depuis le 25 mars, les habitants de cet immeuble du centre-ville de Pau ont chaque jour à 17h un rendez-vous particulier avec la voisine du 6e étage. Une fête, je vous souhaite la même. Elle a comme, on dirait, un instrument de musique, mais qui fait un peu le bruit du boum, boum, boum. Et donc elle le fait dans tout l'immeuble, donc ça résonne et on l'entend. Et alors tu fais quoi quand tu entends ce bruit? Eh ben, j'ouvre la porte et je m'installe. Elle fit tomber le panier. Juste une porte à ouvrir et le voyage au pays des contes peut commencer. Je suis là, confinée. Qu'est-ce que je peux faire pour, en m'adaptant à mon environnement et à ces circonstances particulières pour donner un peu de baume au cœur, un peu de bonheur, un peu de... C'est rien, c'est vraiment l'épreuve du petit colibri, vous savez, qui verse sa petite goutte d'eau sur l'incendie chaque jour et qui fait son œuvre. L'œuvre quotidienne de Marie-Thomas, conteuse depuis 30 ans, c'est ce temps d'évasion, cette bouffée d'oxygène qu'elle apporte à sa quinzaine de voisins. Ça nous a déjà rassemblés un peu. On se parlait dans l'immeuble, mais pas plus que ça. Et puis c'était un grand plaisir de sortir, d'avoir un peu plus de morale, on va dire. Et puis ça permet à tout le monde de penser à autre chose. On traverse une épreuve et tous les contes merveilleux nous disent que les épreuves ont une finalité et qu'il y a une réparation. Et qu'au bout, il y a forcément un mieux, forcément. Marie-Thomas ne prévoit aucun jour de relâche tant que ne sera pas levé le confinement. Je vous voyais beaucoup sourire, Madame Grenier, pendant ce reportage. Ça fait plaisir, ce genre d'initiative. C'est des bons indices, des bons réflexes pour tenir dans ces moments-là. Ah ben, moi, je pense que c'est essentiel et je pense que les gens ont découvert une partie d'eux-mêmes. Alors peut-être pas pour cette dame qui était déjà une conteuse professionnelle, mais des gens ont découvert des potentiels qu'ils ont ignorés pendant très longtemps parce qu'ils étaient dans une activité constante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont remis au dessin, à la peinture, à la création. Et ça, je pense que ce sont les initiatives qui vont changer, de mon point de vue, le monde de demain et je l'espère. Alors on avait relayé sur notre antenne un certain nombre de ces initiatives. Il y avait par exemple eu ces cousins confinés ensemble en Périgord qui se sont filmés en train de rejouer des célèbres scènes de films. Madame Lenéa, ça c'est des éléments qui peuvent permettre de tenir, encore une fois, de se prémunir de ces événements, de retrouver une plus grande solidarité, de savoir aussi avoir une forme d'insouciance. Alors oui, moi je crois qu'en fait, dans ces déséquilibres de vie qui peuvent être individuels, mais aussi pris dans un mouvement collectif, ce qui est important, c'est ce qu'on va en faire et comment on va pouvoir les transformer. Voilà. Donc il va falloir les éprouver, les ressentir, les penser et puis les transformer. C'est ce qui va faire qu'un événement va être intégré à notre continuité de vie et psychique ou traumatique. Et je crois que ce qui est important, c'est que les enfants ont cette capacité, mais aussi ont beaucoup observé les adultes. Et donc, c'est en nous regardant, parents ou même via les médias, qu'ils ont vu, mais comment dans cette situation qu'on ne maîtrise pas, où on n'a plus de contrôle, ben, qu'est-ce qu'on va devenir et comment on va pouvoir continuer à être acteur et créatif. Et je crois que ça, c'est très important. Voilà, qu'ils auront appris de ça. Donc, comment on peut dépasser tout ça? On a pu, je sais pas, coudre avec des enfants, voilà, faire des choses. Olivier Bouba-Olga, quel est votre regard de sociologue sur ce moment? C'est vraiment un point de rupture vers peut-être une autre société, une société différente? Bah, c'est toute la question, hein. Est-ce que c'est une parenthèse enchantée ou est-ce que c'est un changement un peu profond et durable? C'est vrai, ça a déjà été dit, mais j'insiste sur le fait qu'on a vu se développer des relations de voisinage entre des gens qui se parlaient pas auparavant. Est-ce que ça va durer ou pas? Il est clair aussi que je pense que les gens ont réinvesti, les relations avec leurs proches aussi sont beaucoup plus appelées, alors à distance certes, mais donc il y a des choses intéressantes qui se sont développées. En termes de comportement de consommation aussi, les gens ont fait plus appel au circuit court, à la production locale. Bon, la question, c'est encore une fois, est-ce que c'est une simple parenthèse et on va vite retourner faire remplir son caddie de courses dans les hypermarchés, ou est-ce qu'on va changer durablement de comportement, hein? L'avenir nous le dira. L'avenir est ouvert et l'avenir nous le dira.
Avec déjà peut-être là une première parenthèse cet été, à voir comment les choses vont se passer. Madame Grenier, comment est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que vous avez prévu? Moi, j'ai rien prévu. Je vais rester dans mon terrain, dans les Landes et dans le Pays Basque, puisque j'ai vraiment tout pour pouvoir profiter de l'été ici. Et puis, je pense que comme on est en train de réactiver un peu le fonctionnement de notre pays, il se peut que de nouveau les communes aient besoin de moi, donc je veux rester en alerte pendant cette période qui va être un peu transitoire pour ces nouvelles vacances que les Français vont avoir. Merci, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir participé et répondu, nous apporter votre point de vue là-dessus. Prochain numéro de Disputandum, ce sera mercredi soir prochain. Prenez soin de vous d'ici là, à très bientôt.